Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et Mères du Monde, le podcast qui part à la rencontre de femmes inspirantes. Partageons, inspirons et grandissons ensemble. Je suis Audrey, je suis doula. J'accompagne les femmes de façon émotionnelle et physique depuis la conception jusqu'au postpartum et dans ce chamboulement qu'est la maternité. Je propose une rencontre découverte de 30 minutes pour échanger sur vos attentes, mes accompagnements et voir si le lien magique opère. Je suis aussi ambassadrice d'Otera. J'utilise les merveilleuses huiles auprès de mes clients et clientes autour de la fertilité, des émotions, de l'équilibre hormonal. De façon plus globale, j'accompagne les personnes qui souhaitent faire une transition vers plus de naturel, accompagner leurs émotions et leur bien-être au quotidien. J'aspire à rendre l'aromathérapie accessible, sécuritaire et ludique. De ce fait, je propose des coachings gratuits de 30 minutes personnalisés. N'hésitez pas à me solliciter sur ce point. Également maman de 4 enfants, je fais un tour du monde à la voile avec ma famille, d'où l'idée de ce podcast. Bonne écoute! Salut Chloé, merci d'être là Salut ce Audrey. soir, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de me donner la parole. Donc, comment on s'est rencontrés avec Chloé? Pour vous dire un petit peu, on s'est rencontrés sur Instagram et puis après, on a parlé d'huile essentielle et puis on a dérivé sur d'autres sujets. Et on s'est dit qu'on avait plusieurs points communs et plusieurs intérêts et que ce serait dommage de garder ces jolies conversations que pour nous deux. Donc, j'avais envie un peu de vous partager ces points de vue qui me semblent intéressants, qui peuvent paraître parfois un peu extrêmes parce qu'on est vraiment dans une société du politiquement correct où on va vraiment toujours faire attention à ce qu'on dit pour ne pas froisser les uns les autres. Et moi, je pense que parfois, certaines réflexions, certaines choses même un peu extrêmes permettent de faire évoluer les pensées. Et donc, c'est bien de donner la parole à tout le monde. Parce que je dis extrême, mais c'est vraiment pas négatif dans ma façon de penser. Sinon, je t'aurais bien évidemment pas invité. Voilà. On a tendance à trouver extrêmes parfois des points de vue qui sont particulièrement biologisants. Et c'est un peu triste en fait, parce qu'on perd un peu de nos jours le contact avec le profondément naturel et l'instinctif et même en gros mots aujourd'hui en fait. C'est ça. Et puis, on a tendance à tellement mettre des personnes dans les cases et ces cases qui sont de plus en plus étroites. Déjà, on est souvent hors des cases et donc forcément, on est de plus en plus facilement dans des extrêmes. C'est ça. Voilà. Donc, voilà comment on s'est rencontrés. Je sais que tu as des messages à faire passer, plusieurs choses dont tu aimerais parler. Donc, moi, j'ai préparé des questions, mais avant tout, je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît. Oui, écoute, moi je suis maman de 3 enfants, pour qui on a choisi de pratiquer l'instruction en famille. Ça a été un choix qui s'est imposé, qui s'est révélé être vraiment, une évidence et qui m'a engagée dans tout un processus de questionnement, d'information, de recherche, d'interrogation, sans fin, mais vraiment, hyper enrichissante, qui m'a permis de faire des ponts avec, ce que j'avais, toujours pratiqué, en fin de compte, de façon, instinctive. C'est-à-dire que, j'ai jamais fait garder mes enfants, je les ai toujours, hem, eus avec moi depuis qu'ils sont petits. Et en fait, pour moi, c'était la suite, logique de 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 cette façon d'être, avec eux et en famille. Et et puis à côté de ça, je suis, aussi, psychologue, psychothérapeute. Je pratique, le MDR et l'ICV, qui est une technique un petit peu moins connue, mais qui permet d'aller guérir son bébé et son enfant intérieur. Et pour moi, il y a des ponts, encore une fois, extrêmement, pertinents et qui font, sens par rapport à toute cette façon qu'on a d'accueillir, aujourd'hui dans notre société, nos bébés et d'éduquer, nos enfants. Et en fin de compte, c'est vrai qu'en thérapie, on a tendance à faire du curatif, à venir, guérir, panser, des blessures.
Et je trouve aujourd'hui il y a tout un travail de réinformation déjà, parce il y a beaucoup de désinformation autour de la maternité, autour de la grossesse, autour du tout médical. Et, et puis aussi un travail de reconnexion qui pour moi est fondamental à tout cette part d'instinct en fait qu'il y a en nous et qui, à mon sens, ferait que on aurait des maternités bien plus épanouies et des parentalités bien plus épanouies aussi si on était plus en phase avec tout ça. Mm. Justement, donc, tu parles de l'instinct. C'était un peu le sujet fil rouge de nos échanges. Ouais. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que la société fait que on suit vraiment beaucoup. On a complètement oublié notre instinct. Maintenant, on a toujours besoin de quelqu'un qui va nous confirmer quoi faire pour notre maison, quoi faire pour notre santé, quoi faire pour notre administratif, quoi faire pour éduquer nos enfants, quoi faire pour les alimenter. Et on a vraiment perdu cette confiance en nous et cet instinct. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui relie plein de sujets, donc, notamment moi par rapport aux huiles. Voilà, quand je parle des huiles, ça va être, on va me demander, ah non, mais il faut que j'aille voir un aromathérapeute pour avoir vraiment la posologie, alors qu'on oublie Mmh. que, ben, en fait, avant, il n'y avait pas forcément et qu'on allait vers les plantes comme les animaux, en fait. Ouais. Donc voilà, et par rapport, je me permets de revenir par rapport à faire garder tes enfants. Que penses-tu de l'aspect communauté? Est-ce que tu penses vraiment que les parents sont les seuls à être en mesure d'éduquer leurs enfants? Ouais, c'est une question compliquée ça parce qu'effectivement, on n'est plus il y a une phrase qui circule pas mal sur les réseaux, qui dit: «On a besoin de tout un village pour éduquer nos enfants». Ah bon, bah, c'est bien joli, mais en fait, aujourd'hui, dans notre société, effectivement, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'est plus dans les villages, on n'est plus, enfin, c'est bon, alors après, ça dépend, hein, ça dépend les choix de vie qu'on fait aussi. Il y en a qui font le choix, justement, de retrouver cet aspect, un peu communautaire en vivant dans des écolieux ou des choses, qui permettent de retrouver, heu, un peu ce format-là. Mais de façon générale, c'est vrai qu'on peut être très très isolé au final avec sa parentalité. Après, pour répondre à titre, personnel, puisque c'est aussi, Mmh. là-dessus que je construis ma pensée, il est vrai qu'on 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 a toujours réussi à se soutenir, nous, couple parental, avec, nos enfants et que ça a toujours fonctionné comme ça, sans qu'il y ait besoin, de tout un village, pour nous accompagner, dans notre parentalité. Après, je pense qu'il faut effectivement un couple solide, un couple qui arrive à se soutenir. Je pense qu'il faut, un papa présent aussi. Je pense que j'aurais pas pu, être, la mère, aussi présente que j'ai pu l'être si j'avais pas quelqu'un qui m'avait, soutenue aussi, là-dedans et qui était présent aussi pour prendre le relais, quand c'était, nécessaire. Je pense que le soutien à la mère pour qu'elle puisse être présente, notamment, dans les premiers jours, les premiers mois, les premières semaines qui sont assez intenses pour une jeune mère. Je pense que c'est important, dans ces cas-là, effectivement, dans ces moments-là, d'être soutenue, d'être épaulée et de ne pas être seule pour ces fameux, 40 jours où, on devrait nécessiter la présence, heu, bah, peut-être d'une communauté ou de personnes qui viennent, prendre le relais. Mmh. Alors du coup, moi, je vais te donner mon avis. Je suis assez persuadée aussi que la maman est la plus importante dans les premiers jours. Mais quand les enfants grandissent, même si je suis 100% sur le bien fondé de l'école à la maison, heu, je pense qu'on ne peut pas être seul à élever un enfant et qu'un enfant, il doit être, pour pouvoir grandir, il doit être tourné vers l'extérieur et donc il faut arriver à trouver ça, dans l'instruction en famille. Peut-être que les tiens sont encore petits aussi, mais heu, mais Oui, que oui, c'est là, bien je te qu'ils aient des parlais contacts des avec premiers d'autres jours, adultes. hein. Ah Oui, je voilà. te parlais pas de je te pa oui, non, pardon. Moi, je te parlais plutôt effectivement de, mmh, de
de la période périnatale, en fait. Je te parlais pas de la suite. Effectivement, à partir du moment où l'enfant il commence à vouloir explorer le monde, évidemment qu'il ne doit pas rester en vase clos à la maison, et c'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas du tout ce qui se passe en instruction en famille. Heureusement que non. Je pense qu'il y a eu une incompréhension D'accord. sur l'interprétation de la question. C'est ça. Non, effectivement, au contraire, il y a même une richesse qui n'est pas proposée quand par exemple, quand on choisit de scolariser un enfant, il passe le plus clair de son temps avec les mêmes personnes pendant toute une année, dans la même pièce, voilà, avec de très rares sorties, ce qui n'est pas du tout ce que nous, en tout cas, on propose, et ce que je peux voir aussi comme proposition d'accompagnement à l'éducation de leurs enfants dans d'autres familles qui font ce choix-là. C'est-à-dire qu'au contraire, on est très en demande de rencontres, de sorties, d'activités, d'ateliers, voilà, au contraire, ça laisse une place très importante à la véritable rencontre avec l'autre, où finalement, on va pouvoir aller rencontrer le voisin, aller à la rencontre des générations différentes, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on fait un choix de parcours classique, d'éducation classique à nos enfants. On est d'accord, OK. On est sur la même longueur d'onde alors. Alors Oui, et oui, oui, en c'était effet, juste une incompréhension, je pense, parce qu'effectivement, c'est pas du tout l'idée de vivre séquestré à la maison. C'est pas tellement d'ailleurs, j'aime pas trop le nom d'école à la maison, parce que je trouve que c'est pas du tout représentatif du quotidien. oui, tu as raison. Mais oui, donc tu as totalement raison sur les premiers jours. C'est vrai qu'en fait, c'est plutôt la question de soutien de la maman, Mmh. pour qu'elle soit disponible parce qu'en effet, le petit, c'est vraiment de sa maman dont il a besoin. Je suis assez C'est d'accord ça. et son papa aussi, bien évidemment et du coup, ça me Bah, je disons rebond que le papa, il vient aussi en soutien à la maman, qui est quand même la personne dont le bébé qui naît a besoin. Le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, ce qu'il cherche quand il est posé sur le ventre, c'est le sein. Et jusqu'à preuve du contraire, le sein, c'est la mère, en fait. mmh, oui, oui et du coup, non, pas par rapport à ton mari dont tu disais qu'il avait été très présent, lui, le choix, il a participé activement au choix ou il a plutôt, acquiescé, suivi ta volonté? Comment ça s'est passé de faire ce choix d'instruction en famille? Alors, le choix d'instruction en famille a été une petite révélation complètement personnelle à la base. Donc, il a fallu effectivement que je fasse part à mon mari des recherches, des documentations, des témoignages. Mais effectivement, ça a été une prise de conscience à la base qui me concernait moi, qui a été éclairée aussi par mon histoire. Mais ce qui est curieux, c'est que, après, justement, ça nous a permis de faire des ponts entre la sienne et la mienne, où finalement, on s'est rendu compte que l'un comme l'autre, nos parcours scolaires n'avaient pas été très, très heureux, et qu'en définitive, on était quand même hyper dépendants d'un espèce de conditionnement qu'on a plus ou moins tous, hein, en tout cas beaucoup, et beaucoup de mal à déconstruire tous ces schémas, en fait, dans lequel des générations avant nous ont été, et nous aussi on a été, et déconstruire en fait tous ces espèces de lignes, en fait, de sillage à suivre, en fait, se prendre de la hauteur par rapport à ça, et se dire au final, est-ce que c'est vraiment la voie à suivre? Ça, c'est un vrai travail, en fait, et effectivement j'ai été la première à faire ce pas-là, et après, j'ai dû l'inviter aussi à faire ce travail-là de déconstruction et de remise en perspective des des espèces d'obligations sociétales, voilà, qui sont aujourd'hui d'ailleurs, entre parenthèses,
hyper mise en péril, hein. Bon, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, en fait, on veut interdire, on nous interdit clairement de faire ce choix. Et, et ça, c'est un autre vrai problème, en fait. Mm. Voilà. Oui, donc c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, donc pour ceux qui ne savent pas, l'école, jusqu'à maintenant, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mhm. Et, en fait, même progressivement, on est en train de faire passer des lois qui voudraient rendre l'école, l'instruction en famille interdite et la scolarisation des enfants en école homologuée. Enfin, je ne sais même pas du Mhm. coup si les écoles alternatives vont rentrer en jeu, mais à scolariser nos enfants d'une manière générale. Voilà. Sans vraiment fondement, euh, sans Non, grand fondement. sous des prétextes qui ne collent pas du tout à la réalité, à savoir que c'était pour limiter la radicalisation. Or, il a été prouvé voilà, par différentes études que c'était pas des- 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 ce type de population qui était concernée par l'instruction aux familles. Donc voilà, mais c'est un autre sujet, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a bon nombre de familles là qui ne peuvent plus faire ce choix depuis cette rentrée là 2022. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait des demandes d'autorisation, parce que maintenant c'est plus une simple déclaration, c'est une demande d'autorisation, et pour ça il faut justifier de certains motifs. Et donc il y a énormément de refus, il y a près de 50% de refus. En fait, voilà, il y a des personnes qui font ce choix d'être hors des sentiers communs en prenant le parti de vouloir éduquer leurs enfants, en prenant le parti d'être au plus près des besoins de leurs enfants, de leurs intérêts, de leur rythme. Et on interdit à ces personnes-là d'éduquer leurs enfants, en fait. Voilà. On nous dit que les enfants, leur place, c'est à l'école et qu'en fait, il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Donc, ce qui est assez dramatique d'ailleurs, parce que, par exemple, un enfant qui aurait en cours d'année des problématiques diverses et variées, de phobie scolaire ou de harcèlement, eh bien, il n'aurait plus cette possibilité-là non plus d'être déscolarisé en cours d'année. Donc, c'est un vrai drame pour toutes ces personnes comme nous, toutes ces familles qui font ce choix. Il y en a certaines qui rentrent même en désobéissance civile avec force et honneur pour, euh, pour revendiquer le droit d'éduquer leurs enfants, en fait. Voilà. Ouais. J'en ai des frissons. Oui, moi aussi. Euh, Honnêtement, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui me prend beaucoup d'énergie en ce moment. Et c'est bien triste parce que c'est de l'énergie que je passe pas, enfin que je dépense pas pour mes enfants. Je sens bien qu'il y a une part de moi qui est préoccupée vraiment par cette affaire-là, et c'est dramatique parce qu'on est quand même des personnes qui justement avons le plus à cœur en fait l'éducation de nos enfants pour vraiment prendre le parti de la faire nous-mêmes et de pas reléguer nos enfants à une institution qui aurait nos enfants à charge. Et, euh, et c'est dramatique, en fait, de voir cette énergie passer à défendre ce droit d'être libre près de nos enfants, de les avoir près de nous pour les voir grandir. C'est dramatique, honnêtement. Donc, ça fait partie des défis d'aujourd'hui et des batailles d'aujourd'hui, comme il y en a toujours eu de toute façon, hein. Il faut se battre Ouais. pour tout et ça va. Et je pense que ça, malheureusement, ce sera jamais fini, quoi. Il y a des personnes qui s'en vont, du coup, qui quittent la France. Il y en a d'autres qui rentrent en désobéissance civile. Mm. Voilà. Nous, on ne sait pas encore trop comment on va se positionner par rapport à ça. Mais effectivement, il va falloir faire des choses et c'est maintenant que ça se passe. Donc, c'est assez préoccupant. Du coup, on va rester sur le sujet de l'IEF. Pour toi, quelles sont les clés pour réussir un... Alors, ouais, voilà, j'aimerais que tu en parles un peu. Quels sont les avantages de l'instruction en famille? Quels sont enfin, les désavantages?
Enfin, voilà, les Ouais. choses qui sont plus compliquées et quelles sont les clés pour réussir d'après toi? Bon, alors déjà, les clés, j'en ai pas trop. Je pense que c'est vraiment, moi, les méthodes clés en main, pour s'occuper, de ses enfants, moi, je j'adhère pas trop, quel que soit le bord d'ailleurs, hein, que ce soit les fils dans ta chambre, de certains ou bien, d'autres, qui sont plus, orientés vers quelque chose que je défends aussi, qui s'appelle la parentalité positive. C'est un peu l'extrême, hein, inverse, mais dans tous les cas, ces méthodes, clés en main, pour s'occuper des enfants, j'y crois pas trop. Je pense que justement, tout l'intérêt de l'instruction en famille, c'est de prendre en considération, l'enfant, tel qu'il est, c'est-à-dire, non pas, une, voilà, un tas de terre à sculpter ou quelque chose, qu'on doit dresser ou que voilà, c'est vraiment considérer l'enfant comme une personne, en fait, à part entière, dès la naissance, avec des attentes propres, des besoins propres et essayer d'y répondre, au mieux. Et donc pour moi, l'instruction en famille, en fait, c'est la suite logique de ce que j'ai pratiqué avec mes enfants, que je continue de faire parce que le dernier, il a 9 mois, donc c'est encore un petit bébé. Hem, mais en fait, c'est la suite de ce qu'on appelle le maternage proximal, c'est-à-dire, être au plus près, des attentes naturelles du bébé, donc à savoir, l'allaitement maternel, le portage, le cododo, tout ce qui tout ce qui a trait aux besoins d'écoute, de soins, de proximité, du bébé et de l'enfant. Hem, donc pour moi, l'instruction en famille, c'est cette suite logique où finalement on va essayer d'être attentif au maximum à ce que nous dit, l'enfant, à ce dont il a envie, ses aspirations profondes. Un exemple tout bête, mais qui illustre bien notre quotidien du du moment, c'est que mon fils, heu, qui a 5 ans, donc il devrait être en début de grande section et là, son truc du moment, c'est les maths, quoi. C'est les nombres, c'est les maths, et en fait, il se lève, il veut faire des additions et il veut faire des additions toute la journée et ça fait 3 semaines que ça dure et voilà, en fait, j'accompagne. Parfois, je propose, je lui dis: «Tiens, est-ce que tu veux faire autre chose?» Mais là, pour l'instant, c'est ça et je respecte ça, en fait, parce que je sais que, et bah, il a sûrement, à son stade, besoin d'engrammer ça. C'est Mmh. son truc. Ça lui fait plaisir de faire des additions. On fait des additions posées, le truc que je crois qu'on apprend, peut-être à 7-8 ans, j'en sais rien, en fait. Et c'est ça l'intérêt de l'instruction en famille, c'est qu'il y a pas d'âge, en fait. Si son truc, c'est les nombres, et ben, on y va, on fait des nombres et dans quelque temps, bah, ce sera peut-être davantage autre chose. Il aura pour passion, j'en sais rien, l'histoire de Napoléon et puis, on pourra aller au musée de Napoléon, on pourra regarder des choses sur Napoléon et cetera. Enfin et en fait, je sais pas pourquoi je cite Napoléon en exemple, mais il y a plein d'autres, voilà, il y a une diversité d'apprentissage folle, heu, qui qui dépasse, l'enseignement, classique, en fait. On peut passer beaucoup de temps à faire, par exemple, des arts créatifs, à écouter de la musique, à parler. On parle énormément. Il y a beaucoup d'oral, et puis il y a nos propres, ce qu'on transmet aussi nous en tant que parents, à nos enfants. Moi je sais que j'aime beaucoup lire, écrire et du coup, bah, voilà, ça fait partie de mon quotidien et mon fils, voilà, imprime ça aussi à l'intérieur de lui. Ce qu'il voit, du papa, ce qu'il voit de la maman, le papa qui bricole. Donc il y a beaucoup de vie quotidienne aussi hem qui participent en fait, d'une part, des apprentissages et aussi de l'épanouissement, de tout ce sens, du civisme, de l'entraide, du travail d'équipe,
Voilà, toutes ces choses-là qui sont un peu surfaites, en fait, dans un système scolaire classique où finalement on va créer de la sociabilisation un peu forcée, on va créer du travail d'équipe forcé. Au final, là, c'est bon, bah tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire le massif dans le jardin. Bon, bah toi, tu fais ça, tu prends la graine, tu la mets là-dedans. Voilà, on fait ça, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, en fait, la vie quotidienne est vraiment une source Mm. intarissable d'apprentissage. Et c'est des apprentissages qui ont du sens, en fait. Les enfants, ils font ça avec joie, avec enthousiasme. Et c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est comme ça qu'ils grandissent, en fait. Ça s'explique neurologiquement, en fait. Le cerveau, il a besoin d'être engagé au niveau émotionnel pour imprimer les Exactement. apprentissages. Exactement. Il a besoin, là, ce qui change tout, c'est qu'en fait, c'est eux qui choisissent d'apprendre. Et donc, forcément, C'est ça. même nous, en tant qu'adultes, on le voit. Moi, Mm. j'ai commencé à aimer les études à partir du moment et j'ai commencé à être bonne à l'école à partir du moment où j'ai décidé de faire, où il y a eu un choix à faire au lycée et après, C'est encore ça. plus après le lycée. Mm. Donc, oui, ça, après, il n'empêche que les enfants, il faut quand même qu'ils arrivent à s'intégrer dans une société qui est faite comme elle est. Mais je reste au 100% d'accord avec toi. Il faut que, par contre, en tant qu'instruction en famille, ben voilà, on les prépare à s'adapter à cette société, quoi, quoi qu'il en soit, même si elle est loin d'être parfaite. Bah, écoute, toutes les études convergent pour dire que justement les enfants instruits en famille s'adaptent tout à fait. Ils ont une grande capacité notamment à s'adresser aux plus grands qu'eux. Ils ont une très bonne capacité d'intégration. Ils peuvent retourner à l'école si besoin est. Ils ont une facilité, ils ont un sens critique, une curiosité. Euh, bon, Isabelle Filiozac, qu'on connaît à peu près tous, elle défend aussi l'instruction en famille et elle parle de leur sens civique manifeste. Et cette espèce de préjugé insensé selon lequel les enfants instruits en famille ne seraient pas capables de s'intégrer à la société, c'est complètement faux et c'est même plutôt le contraire en fait qui se passe. Après, on fait aussi des enfants qui sont suffisamment armés pour entrer dans cette société. Là où moi, personnellement, en tant que thérapeute, je vois arriver au cabinet beaucoup de personnes qui sont en total manque de confiance, qui n'ont pas pu avoir suffisamment d'assises identitaires pour être bien dans la vie. Et je pense que c'est quand même à ça qu'il faudrait s'intéresser en priorité dans une société qui est une grande consommatrice d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Favoriser chez l'enfant dès le plus jeune âge euh, la confiance en lui, voilà, s'intéresser à ses intérêts propres, à ce qui le fait vibrer vraiment, et ne pas lui coller des étiquettes qui va trimballer pendant toute sa scolarité, du genre ah bah t'es lent, ah bah toi ton truc, bah dis donc c'est pas le français, hein, parce que dis donc t'as un peu de mal. Bon, bah, tu vas avoir une double dose de français pour rattraper les autres. Voilà, là, c'est un bagage qui est source souvent de grandes douleurs, de sentiments d'échec qu'on peut trimballer vraiment toute la vie durant. Et c'est des blessures sur lesquelles moi, je travaille en tant que psychothérapeute avec des adultes qui sont en difficulté dans leur vie de tous les jours parce qu'ils ont des pensées comme ça, des choses qui les dépassent, en fait, où ils ont appris tout petit des choses sur eux-mêmes, des choses fausses, en fait, sur eux-mêmes. Et des choses dont il faut apprendre à se délester. Et tout Mm. ça, c'est un travail qui est laborieux, qui fait mal, qui coûte cher. Enfin, donc, de favoriser chez l'enfant déjà cultiver la flamme, en fait, plutôt que de l'éteindre. Cultiver cette Mm. flamme-là chez l'enfant qui a ce besoin de découverte, cette envie pour les apprentissages. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, en fait, il a des élans naturels pour les apprentissages. L'enfant, il veut apprendre. C'est pour ça que l'enfant, il peut se fouler avec ses pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, l'enfant, il est en demande. Il regarde, on fait quelque chose, il suffit de le regarder. L'enfant, il observe. En fait, l'enfant, il veut s'imprégner
de tout son environnement pour imiter. Et c'est pour ça que l'importance de l'environnement est essentielle chez un enfant, en fait. C'est pour ça que tout ce qui est maltraitance, etc., c'est dramatique parce qu'en fait, l'enfant, il s'adapte et l'enfant, il se calque, en fait, sur ce qu'il y a autour. Donc, si on lui propose un environnement varié où on va s'intéresser à ce qu'il aime, voilà, à ce qui vraiment fait joie à l'intérieur de lui, bah, tout ça, voilà, ça crée des petits êtres passionnés, débordants d'énergie, de curiosité sur la vie, sur les choses. Enfin, c'est assez merveilleux en fait à voir. Ok. Et donc, en fait, pour résumer, en fait, l'enfant, pour toi et pour moi aussi, il devient, grâce à l'instruction en famille, l'enfant qu'il a envie de devenir et pas celui que la société a envie qu'elle devienne. Parce que t'as un peu... Exactement, c'est ça, c'est ça. Et, Il y a aussi, juste une parenthèse, il y a aussi énormément, j'en ai pas parlé, mais d'adultes aussi qui arrivent en thérapie parce qu'ils ont des gros problèmes de sens en fait donnés à leur vie. Ils se retrouvent dans des métiers, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, ils savent pas trop pourquoi ils ont fait ça. En fait, ils se sont retrouvés avec un conseiller d'orientation qui lui a dit que, avec un parent qui pensait que, qu'il avait les capacités de, et du coup, bah voilà, c'était pas suffisamment bien comme futur métier ou comme orientation. Et là, en fait, on essaie d'être au plus près voilà, des envies premières, des intérêts vraiment propres à l'enfant. Et on essaie justement de ne pas diriger. Et c'est tout l'intérêt aussi des apprentissages autogérés ou des apprentissages autonomes où eh ben, l'enfant va s'orienter vers vraiment ses capacités, en fait. Parce que parfois, on force les enfants dans un chemin qui n'est pas celui dans lequel finalement il est vraiment performant, entre guillemets, dans lequel il s'épanouit, mais dans lequel il a aussi des capacités effectives, quoi. et Et vas-y. non, non, vas-y, c'est bon, j'ai Et est-ce fini. que est-ce que tu es à l'aise avec le fait que c'est peut-être la solution qui convient à ta famille, qui te convient à toi, mais que ce soit compliqué pour la plupart des parents, finalement, de gérer l'instruction en famille? Bah, ce que je crois surtout, c'est qu'on n'est pas beaucoup à se poser la question de ce choix-là, en fait. Pour beaucoup, la voie royale, c'est l'école et en fait, il n'y a pas de questionnement autour de ça. Faire ce choix, ça demande quand même de s'être posé des questions, là où, bah, justement, c'est un peu comme un autre sujet aussi qui nous tient à cœur, qui est tout cet environnement hyper médicalisé autour de la grossesse, où finalement, bah, on te dit dans nos sociétés, bah, c'est comme ça. Donc, bah, tu le fais, tu suis, en fait. On te dit c'est comme ça, donc tu y vas. Donc, c'est surtout comme ça, je trouve, que ça se pose. Parce que, bah, il y a quelque temps, en fait, l'école, ça n'existait pas, hein. L'école, c'est une invention récente, hein. Si on prend toute l'histoire de Ouais, l'humanité, ouais. Mm. voilà, il faut quand même revenir à la base. Il faut aussi revenir là, on parle de notre société à nous, mais c'est pas du tout un sujet dans d'autres sociétés. Mm. Euh, Donc, euh, je pense qu'en tout cas, les familles qui font ce choix, en tout cas, elles devraient pouvoir continuer à le faire. Après, moi, je pousse personne à faire ça, mais je suis convaincue simplement du choix dans lequel on s'est engagé. Et je pense que c'est un choix vraiment respectueux de l'enfant, en fait. Voilà. Et on va parler un petit peu de toi parce que tout ce que tu dis, c'est beau, c'est vrai. C'est centré vers tes enfants et ta famille. Quand je t'écoute, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu es dédié, en fait, centré sur le bien-être de ta famille. Et donc, si on parle un peu de toi, comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu vis ta maternité? Alors c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait,
En ce moment, justement, je suis dans une espèce d'ébullition, de questionnement, parce qu'il y a ce choix d'instruction en famille, parce qu'il y a la défense de nos droits, parce qu'il y a toutes ces réflexions que j'ai sur notre société dans laquelle, justement, on vit. Toutes les parentalités que je vois autour de moi, tous ces, toutes ces maternités traumatiques, gâchées, compliquées, que je vois autour. Et du coup, voilà, je suis à la fois dédiée à mes enfants et à la fois dans toute cette ce crépitement-là permanent d'interrogation sur ce rapport aux enfants, sur ce rapport à la place de la femme dans la société, la place de la maternité dans nos vies. Donc voilà, je suis vraiment partagée entre les 2. Donc je suis effectivement beaucoup dans un quotidien éducatif, un quotidien bien pris de mère à la maison, qui voilà, pleinement dédiée à ses enfants. Et à la fois, je continue de nourrir une réflexion sur tout ça. Donc il y a beaucoup de choses. Donc, très bien, tu m'as parlé de tes projets et de ton quotidien, mais toi, en fait, comment tu vas? Comment tu te sens de donner autant toute la journée à tes enfants? Il n'y a pas Hem, de... ouais, écoute, je vois pas, je sais pas si ta question c'est par rapport à l'instruction aux familles ou pas en fait, mais c'est vrai que pour moi je vois pas alors déjà je me sens, depuis ce choix d'instruction en famille, je me sens, libérée d'un poids. Donc déjà c'est quelque chose, que j'ai en moins en fait. Et puis pour moi c'est la suite, de ce que je vis depuis la naissance de mon fils aîné, donc c'est-à-dire depuis 5 ans. Donc effectivement, il y a plein de choses. Il y a de la fatigue, forcément liée à un quotidien avec, 3 enfants, de moins de 5 ans, toute la journée. Mais, c'est, pour moi, ça a été une vraie métamorphose en fait, cette nouvelle vie de maman. Ça a été un grand, grand, énorme bouleversement heu, à la fois intellectuel et à la fois, spirituel, en fait, à tout point de vue, ça a été, une, un un changement de paradigme, vraiment, mais enfin, sans commune mesure, en fait, avec ce que je pouvais, vivre avant. Donc, donc effectivement, il y a beaucoup de fatigue, mais il y a énormément d'enthousiasme, de d'énergie, d'envie, de projet et surtout depuis qu'on fait ce choix heu, d'éduquer vraiment, complètement nos enfants et de pas s'en remettre à une institution pour le faire, en fait. Parce que, et ben, c'est voilà, on prend la pleine, responsabilité de l'éducation de nos enfants et à la fois on a enfin moi j'ai personnellement, j'ai un profond, sentiment de liberté, qui me soulage, vraiment sous plein d'aspects, en fait. Parce que, parce que se sentir libre, en fait, ça donne vraiment des ailes et le cœur léger. Donc, même si c'est fatigant au quotidien, il y a toujours en fond quelque chose de profondément, positif, en fait, et qui fait que j'ai beaucoup de plaisir à me lever et à continuer, mon quotidien, en fait. Voilà. Mm.
pense que tu touches du doigt un peu mon état actuel, en fait, finalement, mon état émotionnel. Je ressens exactement la même chose que toi, mais j'avais pas forcément mis le doigt là-dessus. Je l'avais mis sur le compte de mon voyage, le fait que forcément, le voyage que je fais, qu'on fait, toutes les décisions qu'on a prises, ben, forcément, elles donnent beaucoup plus de liberté dans notre vie, mais j'avais pas forcément mis ça sur le fait que ben, les enfants ne vont plus à l'école. Et en fait, c'est vrai que c'est ça, en fait, clairement. Le fait d'être libre, de choisir pour tout le monde, que tout le monde puisse choisir, de Ouais, plus avoir de pression. c'est un choix à part, mais en fait, voilà, quand on en fait vraiment l'expérience, on se rend compte qu'il se passe des choses assez dingues, en fait. Voilà, toi comme moi, on a plusieurs enfants, donc c'est une chance qu'on leur donne, en fait, de grandir ensemble. Mm. C'est-à-dire que, en fait, on profite des personnes qui nous sont le plus chères. Mais c'est-à-dire qu'on profite d'eux, pas seulement le soir, de 17h à 20h, pour le bain, pour le repas, pour tous les moments qui sont pas forcément très fun et juste, le week-end, en fait et dans des trajets de voiture. Donc en fait, on fait le choix de vivre cette expérience, de la vie, en fait, en famille. Donc on fait le choix d'être vraiment, au plus près des personnes qu'on aime, en fait. Et, Mm. et ça, c'est hyper chouette. Enfin, quand je vois les liens qui se tissent, vraiment privilégiés entre mon aîné et ma fille du milieu. Parce que bon, mon plus jeune, voilà, c'est encore un bébé, mais c'est aussi génial de les voir le pouponner tous les deux, etc. Mais quand je vois voilà, les échanges verbaux qu'il y a entre mon fils de 5 ans et ma plus jeune qui a 2 ans et demi, les jeux qu'ils entreprennent, etc. Enfin, je la vois, elle, s'émerveiller et grandir beaucoup plus vite, en fait, qu'elle l'aurait fait si elle était séparée de son frère qui était à l'école. Parce qu'elle, théoriquement, elle serait rentrée à l'école, pas cette année, mais l'autre. Elle serait rentrée à 3 ans et demi, en fait, à l'école, Mm. parce qu'elle est le début d'année. Et donc, au final, là, voilà, elle peut profiter de son frère pour jouer avec, il y a une place vraiment primordial laissé dans notre famille au jeu libre, en fait. Les enfants on fait pas du tout l'école à la maison. Enfin, ça, Mm. c'est quand même quelque chose à rétablir. C'est pas du tout derrière un bureau pendant 5 heures, 6 heures, chacun avec ses petites activités, hein, pas du tout. C'est beaucoup de jeux, beaucoup d'apprentissage autour du jeu, en fait, et qui se Oui, font après, très naturellement. ils ont l'âge pour ça aussi, hein. Tu verras quand ils grandiront, il faudra, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a quand même certaines bases Mmh. qu'il faut leur proposer d'avoir, quoi. Mm. Mmh. Mais en Oui, oui, effet, à cet après âge-là, c'est par le jeu, et c'est sûr que quand je vois aussi mon petit dernier, tout ce qu'il apprend et comment il évolue à vitesse grand V, je me mmh, rends vraiment compte que c'est par le jeu qu'ils apprennent à cet âge-là et que presque mmh, l'école maternelle, c'est... mmh. Mm. Oui, oui, après, mais effectivement, les bases, tu choisis aussi la façon dont quand tu fais l'instruction en famille, tu peux choisir de faire une sortie ou de regarder un film plutôt que de lire une leçon et de l'apprendre par cœur. Enfin, Tout à fait. après, moi, effectivement, là, pour moi, ce qui m'intéresse, là, c'est d'être au jour le jour. Donc, je suis dans des petites années, hein, j'en suis bien consciente. Je fais pas du tout encore, j'en suis pas au stade de faire l'instruction en famille à des enfants de 7 8 ans. Mais justement, je prends les choses comme elles viennent et je suis quand même surprise de devoir faire des additions posées à mon fils de 5 ans qui en demande d'additions posées, quoi. Mm. Ce qui est pas du tout au programme. Là, justement, je jetais tout à l'heure un œil au cours du CNED qu'on a trouvé sur les réseaux, parce qu'il y a un réseau assez, assez vaste de parents qui font l'IEF, et donc il y a des données, des supports qui sont transmis. Et donc, je jetais un œil au programme de grande section du CNED et voilà, c'est savoir compter
combien il y a de points sur un dé, jusqu'à 6, quoi. Donc, Mmh. quand je vois mon fils faire des additions avec des centaines et des milliers, je me dis, bon, voilà. Après, on va juste au rythme de l'enfant. S'il avait certaines lacunes, entre guillemets, dans un certain domaine, et ben, voilà, on s'adapterait, on proposerait différemment, on proposerait plus tard. L'idée, c'est pas d'aller plus vite ou d'aller moins vite, ou l'idée, c'est juste de s'adapter au rythme qui est le sien, et c'est variable d'un enfant à l'autre, c'est variable, selon le moment, voilà, c'est tout, c'est s'adapter, en fait. Mmh. Et on va changer de sujet. Du coup, on a fait un petit peu le tour de l'école en famille, Mmh. donc de l'instruction en famille, pardon. Euh, je voudrais savoir, donc, est-ce que tu peux me parler un peu plus rapidement, du coup, qu'on ne dure pas 2 heures, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler super longtemps de plein de sujets, et Et c'est on a top. sommeil. Et on a sommeil aussi, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu donc toujours de la parentalité instinctive, mais au sujet de tes accouchements? Donc, tu as eu 3 accouchements. Comment est-ce qu'ils se sont passés? Comment tu as vécu ton, ta transformation de maman à chacun de tes accouchements? Et qu'est-ce que tu ferais pour s'il y avait un quatrième? Qu'est-ce que tu changerais? Écoute, pour faire court, même si ça pourrait effectivement prendre des heures à Je raconter sais. tout ça, j'ai eu 3 accouchements très différents, puisque j'ai eu d'abord une césarienne, ensuite j'ai eu une voix basse avec péri, et ensuite une voix basse sans péri. Donc, voilà, j'ai eu un peu tous les cas de figure. Ce que je peux noter, c'est que, au fur et à mesure des grossesses et des accouchements, je suis allée vers, plus justement de connexion à de l'instinctif, à, avoir une confiance et conscience, en fait, bah, de en mon corps, en fait, en ses capacités. Je savais que, il était capable voilà, d'enfanter. Et en fait, ce que je regrette profondément, c'est la façon dont ça pourrait être tout simple, en fait. Avoir un accompagnement où on nous dit: «Ton corps, il sait faire, et hem, tu tu voilà, tout ce qu'il y a autour, ça ne devrait intervenir que vraiment, en cas de nécessité». Mais, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on a tendance à vouloir tout le temps, parler du pire, et à nous surinformer. C'est-à-dire que, moi, par exemple, pour ma deuxième, donc, l'anesthésiste m'a dit, «Bah, vous avez eu, une césarienne, donc, en fin de compte, je vois pas du tout pourquoi vous voulez accoucher, sans péridurale, parce que, bah, vous prenez des risques pour vous, pour votre enfant, et puis franchement, les femmes, voilà, maintenant elles peuvent, accoucher sans douleur, vraiment je vois pas». Donc, c'est pas du tout inventé, hein, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Et donc moi, je suis arrivée à mon deuxième accouchement, donc, bah, un peu déroutée, parce que j'avais envie d'essayer sans péridurale, et puis en fin de compte, ben, voilà, au dernier moment, je me suis dit: «Bah non, je vais prendre la péridurale». Donc j'ai pris la péridurale, et il y a que pour le troisième où enfin je me suis dit: «Non mais, c'est bon là, là tu sais le faire, donc tu vas pouvoir le faire, et tu vas pouvoir le faire sans péridurale». Et donc c'est là où j'ai eu un accouchement, le plus instinctif des 3, mais malgré tout, et ben, j'ai réussi à me faire, déposséder de mon accouchement, dans la mesure où, bah, à la maternité, heu, sitôt que la tête, était là, et ben, voilà, j'ai été rapatriée, heu, sur le sur le je sais pas comment on appelle ça là, sur l'endroit où on doit s'allonger, les pieds dans les étriers.
D'accouchement. Voilà, oui, c'est ça. Et du coup, C'est un peu affreux d'ailleurs quand on y pense. La oui, table d'accouchement. oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Mais voilà, ça en dit long sur la façon dont on considère les mères et les accouchements, en fait. Cette espèce d'automatisation, enfin, assez drôle le lapsus parce que j'ai voulu dire autonomisation, mais non, en fait, on n'est pas du tout autonome, justement, c'est tout le contraire qui se produit, c'est qu'on essaie d'automatiser les naissances et de faire en sorte que ça coûte, voilà, de facturer des interventions, que ça soit le plus court possible, le plus silencieux possible, et puis, euh, et puis voilà, c'est expédié, quoi. Et donc voilà, l'anesthésiste a réussi à me vendre sa péri. Et voilà, j'ai de l'amertume en fait pour toutes ces maternités où finalement il y aurait eu certainement moins de déchirures, moins d'interventions, moins d'accouchements traumatiques, moins de troubles liés à un problème d'attachement, moins de problèmes de difficultés d'allaitement s'il y avait eu des accompagnements dignes de ce nom. C'est-à-dire qu'ils pourraient se résumer à finalement, ben, tu sais faire, ton corps il sait faire en fait. Mets-toi dans la position que tu veux. Ça va peut-être te faire un peu mal, et puis on peut en parler si tu veux, mais voilà, ton corps il va savoir faire au moment venu. Et c'est là où effectivement intervient le travail des doulas qui effectivement, qui pour moi, en tout cas, a tout son sens si on accompagne la femme euh, euh, sur le fait que les choses, elles ne se valent pas et qu'en fait, euh, on ne peut pas dire en étant informé, par exemple, que ben, un accouchement avec péridurale équivaut ou vaut un accouchement sans péridurale, ou qu'il se passe exactement la même chose, ou que le lait maternel, c'est la même chose que le biberon. Voilà. C'est peut-être pour ça que tu disais au départ de la conversation que j'avais des idées un peu extrêmes, mais je pense que c'est là où, pour moi, il y a du mensonge. C'est qu'en fait, les choses, elles ne se valent pas. C'est faux. En fait, on sait maintenant qu'un accouchement physiologique, eh ben, ça nécessite moins d'intervention médicale. Donc, au final, tous ces accouchements traumatiques où il y a des déchirures, des cols qui ne s'ouvrent pas, etc., bah, ça pourrait être évité. Mais ça Si rapporte moins justement... d'argent. Oui, mais enfin, c'est triste, en fait. C'est triste, mais c'est triste de se laisser embarquer dans ce truc-là. Et je pense que si on était mieux informé euh, sur cette capacité naturelle, instinctive à enfanter, à être mère, eh ben, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Beaucoup plus de confiance, de reconnexion à soi, d'instinct. C'est ça, et d'accouchements merveilleux en fait, plutôt que d'avoir des accouchements traumatiques. Enfin, j'ai l'impression d'entendre que ça, moi, autour de moi. Enfin, c'est d'une Je crois que tristesse. c'est 1/3 ou 1/4. Hein. Bah, c'est énorme. Enfin, C'est c'est énorme. surréaliste en fait. C'est C'est vraiment surréaliste. Et ne pas s'interroger sur ce qui se passe autour, justement dans d'autres civilisations moins entourées médicalement, mais qui finalement laissent plus de place à la façon dont on sait naturellement accoucher. En fait, la nature, voilà, elle a fait en sorte qu'on sache le faire, en fait, même seule, hein, pour être extrême jusqu'au bout. Une femme, elle pourrait accoucher seule aussi. Ça reste une possibilité, en fait. Elle saurait faire. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis que simplement, une femme, elle saurait faire. La nature, elle a pensé les choses comme ça, en fait. Elle a pensé à la survie de l'espèce. Euh, c'est c'est- c'est- c'est en ça aussi que le bébé qu'on pose sur le ventre d'une mère qui accouche, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Le bébé, il va chercher le sein, en fait. Il va le chercher, il va y aller, en fait. Si on le laisse poser sur soi, le bébé, on le voit faire. Je l'ai vu faire 3 fois pour mes 3 enfants, et c'est fabuleux, en fait. Et c'est toute la nature qui s'exprime là, comme ça, quoi. On voit cette bouche qui cherche à se nourrir, en fait. Et c'est quand même assez exceptionnel de laisser une place, de pouvoir admirer ça, en fait, de pouvoir suffisamment respecter ça.
Et il y a un irrespect dingue, en fait, pour les mères et pour les maternités aujourd'hui. En témoigne aussi, par exemple, la durée du congé maternité, quoi. C'est un scandale. C'est un truc En dont on Suède, peut c'est plus d'1 an, là, en France, c'est 2 mois et demi, quoi. Tu viens d'accoucher, tu dois retourner travailler. mmh. Heu, Et puis on oublie aussi toutes les conséquences. Voilà, après, ça, c'est encore un vaste sujet, mais on oublie toutes les conséquences sur l'enfant, sur la mère. Et donc, mmh, cette séparation forcée mmh, qui va ouais, forcément générer des traumatismes. ouais. Bon, là, c'est moi qui deviens extrême, mais, euh, Ah mais bah non, il y c'est a pas des un extrait, conséquences. Mais non, bien sûr. parce que moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie que les mamans qui soient obligées de partir au travail culpabilisent encore plus en nous écoutant, parce qu'ils vont se dire, ben voilà, en plus de ça, voilà. Bon, après, voilà, c'est Ça, pour ça. c'est un vaste sujet. Ça me rappelle aussi des choses que je peux voir sur les réseaux en ce moment à propos de la parentalité positive, justement, de tout ce qui est éducation bienveillante. Ça fait culpabiliser certains parents qui ont du mal parce qu'ils ont des accès de violence, etc. Donc, pour moi, il y a 2 interrogations à avoir. La première, c'est quelle place on laisse, à notre parentalité aujourd'hui? Quel environnement on donne à notre parentalité aujourd'hui? Quel cadre, quel soutien on a, à notre parentalité? Est-ce que le papa est présent? Est-ce qu'on a suffisamment voilà, l'environnement. Est-ce que nous, on peut faire des choix aussi? Parce que bon, il y a aussi la question du choix qui rentre en ligne de compte. On n'est pas complètement heureusement, on est un peu responsable aussi de sa vie. On n'est pas subordonné à des choses. Je me rends compte, par exemple, que l'instruction de famille, ça demande de faire des choix. Ça demande de ne pas, ériger, dans sa vie, le travail et l'argent au centre de tout, par exemple. Ça demande de revoir ses priorités sur la vie. Nous, notre priorité, c'est pas l'argent, c'est pas l'accumulation de biens, c'est plutôt revoir, notre consommation à la baisse, c'est plutôt, essayer de vivre, bah, voilà, sans trop consommer, sans trop, laisser de place au matériel. Bon, bah, tout ça, c'est des choix, c'est des ajustements, ça demande de repenser, certaines choses. Et puis, donc il y a 2 choses, je disais, il y a l'environnement qu'on laisse à notre parentalité et il y a aussi, le travail, qu'on a fait sur soi. Parce que, ben, dans le cadre, par exemple, comme je le disais, de l'éducation, bienveillante qui peut faire, culpabiliser des personnes qui auraient, cette espèce de bouillonnement intérieur, qui auront envie de frapper même son enfant ou voilà, de le punir ou et cetera. Bah, il y a aussi, tout un travail sur soi à faire qui est intéressant quand on devient parent. C'est que souvent, ça vient titiller notre bébé, enfant intérieur qui a peut-être, connu des blessures, qui sont en attente de guérison aussi. Donc, voilà, c'est être parent, ça demande aussi, enfin, il y avait une phrase, que j'avais bien aimée d'une psychologue qui disait que le plus beau cadeau, de naissance qu'on puisse, offrir à un enfant, c'est un travail sur soi en tant que parent. Et effectivement, je pense que ça peut être, intéressant de se demander quel bébé on a été, qu'est-ce qu'on aurait eu envie d'avoir aussi. Parce qu'en fait, il y a une rupture aujourd'hui dans notre société qui est transmise de génération en génération. C'est cette espèce de culture du distal, heu, voilà, en opposition avec le Mmh. maternage proximal. En fait, où, ben, voilà, on est quand même, les héritiers d'une éducation, autoritaire où, bah, voilà, on laissait pleurer les enfants, ça faisait les poumons, voilà, il y avait même des psychologues, ça existe encore, j'ai été sidérée d'entendre ça. Des psychologues qui recommandent encore cette méthode du 3-5-10 là, enfin du 5-10-15 pardon, où, on va laisser pleurer l'enfant pendant 5 minutes, après pendant 10 minutes le lendemain, 15 minutes, voilà, pour qu'il s'entraîne en fait à être loin du parent. Hem, voilà, ça questionne quand même parce que, on est dans cette espèce de truc où, l'enfant est né, on va le mettre dans un petit berceau en plastique à la maternité, alors qu'en fait le bébé, tout ce dont il a besoin, c'est du pot à pot, en fait. Enfin, tous
tout son corps entier, il a besoin d'être proche du parent, de la mère, en fait. Enfin, il y a quelque chose qui a été fait pour ça, en fait. Tout comme le bébé, il a besoin d'être porté pendant plusieurs mois. C'est un besoin, en fait. L'enfant, il y a une lecture merveilleuse que je conseille à tout le monde, c'est le concept de continuum de Jane Geldof. Et, et en fait, c'est un livre fabuleux qui parle de la façon dont on accueille les enfants dans une tribu en Amazonie, une tribu voilà, qui est épanouie, épanouie, heureuse. Et, euh, et voilà, et donc elle parle de la façon dont on materne les enfants dans cette tribu. Et donc, voilà, les enfants sont portés, ils sont allaités à la demande, ils sont proches de la mère jusqu'à ce qu'ils soient en capacité d'explorer le monde et voilà, de pouvoir être autonome. Pour parler un petit peu de la notion de choix, le fait qu'on fasse des choix, le fait qu'on dise que la société nous impose et que nous n'avons pas le choix, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis convaincue qu'on a quand même toujours le choix. Voilà, pareil que toi. Voilà, après, on a tendance à vouloir se déresponsabiliser aussi. Et voilà, moi, je pense qu'on a le choix et il faut s'informer. Et d'ailleurs, je pense que il y a quand même un souci parce que moi, j'ai entendu heu beaucoup de mères dire que c'était plus fatigant pour elles d'être à la maison avec ses enfants plutôt que d'aller bosser et que limite, voilà, c'était plus, C'est vrai, ah bah, mais plein de fois. Ah bah, oui, oui. mais 10 fois, Ah bah, donc moi, du je coup, l'ai elle préfère. entendu, mais Non, mais en plus, c'est vrai que c'est plus fatigant d'être avec ses enfants ah que oui, de oui, oui. bosser. Ah bah, oui, oui. Oui, oui, certainement, mais enfin, l'idée, enfin, si on veut pas être fatigué, on fait pas d'enfant. Enfin, je veux dire, évidemment qu'un enfant, c'est prenant. Je veux dire, on doit répondre aux besoins et aux attentes d'un tout petit qui est entièrement dépendant de nous. Donc, peut-être que c'est la première des choses à savoir aussi, peut-être informer sur ça. Exactement, mais tu sais que et puis on n'est pas à l'aise avec ses enfants. Parce Déjà, qu'on les connaît pas, parce qu'on les on les fréquente connaît de pas. moins en moins aussi, donc C'est forcément. ça, c'est ça. Et puis, on n'est pas à l'aise. Et puis, je pense que ça réveille des traumas qu'on a depuis des générations et des générations. Et du coup, on n'arrive Mmh. plus. Et du coup, on préfère éviter d'être avec pour éviter de penser à ça. Enfin, enfin, là, on est sur un. Voilà, on part dans les extrêmes. Vas-y. Bon, Chloé, merci beaucoup de ce partage, de tout ce que tu nous viens de nous partager, de tes choix, de tes idées, de comment ça se passe concrètement dans ta vie, etc. C'était vraiment très enrichissant. Merci à toi. Est-ce que tu as envie de nous rajouter quelque chose voilà, est-ce que tu auras envie de rajouter avant qu'on se quitte? Hem voilà, je pense que le message, le plus important que j'aimerais faire passer, c'est de vraiment de pouvoir répondre à, mmh, à l'appel de nos instincts, en fait, vraiment parce qu'il y a quelque chose de profondément instinctif, dans 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 notre rapport à nos enfants, en fait, hein. C'est l'instinct maternel est une réalité scientifiquement prouvée. Il y a cet élan, vers l'enfant pour, notre cerveau est programmé pour ça, en fait, pour répondre aux attentes de ce petit être, qui est complètement dépendant de nous, en fait. Et et en fait, on a cette possibilité-là de répondre à ces attentes-là pour faire grandir un enfant voilà, qu'on a choisi de mettre au monde et dans la plupart des cas et tout ça, c'est une opportunité de grandir sur soi, de découvrir des choses sur soi, aussi. C'est pas simplement, à sens unique, en fait. C'est l'opportunité vraiment de se découvrir autrement et aussi de se révéler, notamment quand, pour certaines personnes qui auraient pu, aussi avoir des difficultés, heu,
par le passé, la maternité peut vraiment être l'opportunité d'une résilience aussi. Et, et tout ça, c'est beau. Et je pense que, que faire lumière aujourd'hui sur la beauté de la maternité, c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose à encourager, c'est des discours à, à développer, voilà, à faire un peu fleurir sur les réseaux plutôt que de tout le temps nécessairement voilà, voir le revers de la médaille, voir la face obscure et s'interroger aussi sur la façon dont aujourd'hui les maternités sont difficiles. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de postpartum compliqués? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'accouchements traumatiques? Pourquoi, voilà, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on a besoin d'acheter des méthodes clés en main pour s'occuper de nos enfants? Voilà, pourquoi tout ça? En fait, se poser la question de est-ce que ce ne serait pas des choses à revoir, que ce soit dans notre environnement, que ce soit sur soi, un travail à faire sur soi. Voilà. Et tout ça, ça nous responsabilise aussi parce on n'est pas juste victime en fait dans la vie de, de notre environnement, de notre vie psychique. On n'est pas Il y a des choses difficiles, certes, mais on peut aussi faire le choix de ne pas être tributaire de tout. On peut choisir de prendre aussi notre destinée en main et, et on peut faire des choix aussi différents, de vie différents. Et c'est ce que toi et moi on fait d'ailleurs, il me semble, en faisant des choix qui sont pas forcément dans la droite ligne voilà, de ce qu'on peut voir autour de nous. Et c'est possible. Voilà. Mm. Bon, bah écoute, voilà, donc on est assez d'accord qu'on a toujours le choix. Et je pense vraiment qu'on a vraiment toujours le choix et dire que c'est la société qui nous impose, c'est vrai, mais après, c'est clair qu'il faut une certaine force d'esprit pour avoir envie de se battre contre certaines choses, voire parfois, comme tu dis, de la désobéissance civile. Mais, Ouais. mais voilà, donc on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Chloé, pour tout. Merci Audrey. Et donc, on peut retrouver tes jolis écrits, parce que tu écris très bien sur Instagram avec ton pseudo qui est Instruction en famille. Ouais, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour ton écoute et puis pour ton intérêt pour ces sujets-là qui mériteraient d'être développés. Et voilà, il faut qu'on en parle plus de tout ça. Oui, voilà, ouais. Et puis bon, de toute façon, toi, tu développes chacun des sujets bien dans tes publications qui sont intéressantes, mais c'est vrai qu'il faut qu'on démocratise tout ce dont on discute, qu'on fasse avancer les choses. C'est ça, c'est ça. Eh bien, merci Chloé, bonne soirée. Salut Audrey, ciao. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur les plateformes d'écoute. Si vous avez des idées d'interview ou si vous avez envie que je parle de votre projet, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram, @audreydoula, ou sur mon site internet www.audreydoula.com.